je viens en clôture de séance et je vais vous parler de finalement la note bancaire qui au fond est cette sorte de key indicator, d'indicateur clé qui est la synthèse de tout ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que les équilibres économiques de l'entreprise et financiers méritent une valeur telle que la Banque de France, les banquiers et d'autres acteurs dont on va parler, est-ce que cette note mérite notamment, on va voir, l'accès, le financement, l'accès au crédit. Alors, je vais organiser ma présentation autour de cette dualité entre la notation sanction et la notation action. Autrement dit, j'aime à dire que la population est divisée en deux sous-populations, les observateurs et les observés. Et ce qui est très intéressant, alors qui sont les observateurs? Ben, ce sont les banques, c'est la Banque de France, ce sont les fournisseurs vis-à-vis de leurs clients, ce sont les assureurs crédits, etc. Et ce sont tout un tas de gens, on va le voir, qui notent les entreprises. Et puis les observés, ben, ce sont justement les entreprises. Alors, ce qui est intéressant par rapport à votre population, à l'auditoire qui est ici ce soir, c'est que il est essentiellement composé de repreneurs d'entreprises. Et finalement, aujourd'hui, en tant que repreneur, vous allez vous positionner en tant qu'observateur. Et il va falloir vous intéresser à la note de l'entreprise que vous envisagez d'acquérir. Mais le jour où vous aurez acquis cette entreprise, vous deviendrez à la fois observé principalement et observateur également vis-à-vis notamment de vos clients. Voilà, donc il y a cette dualité. Et donc j'ai noté, j'ai qualifié en quelque sorte la notation comme étant soit une sanction, soit une opportunité d'action. Et on va le voir, d'abord la partie sanction, qui est à la fois la plus importante et la moins connue. Et action, et puis je ferai un lien aussi, puisqu'on est sur la transmission d'entreprise, avec l'évaluation. Voilà, alors, notation-sanction. D'abord, qui note qui? Alors, quand on parle de notation, immédiatement on pense à la Banque de France. La Banque de France parle plutôt de cotation. Et vous avez là l'échelle de notation qui va du 3++ au 9, voire un 0 parfois, qui n'est pas d'ailleurs pire que 9, en dépit de ce qu'on pourrait imaginer. Et puis vous voyez donc, on commence à 3++, 3+, 3, etc. Et on arrive à 4, et tout ça c'est vert. Et à partir de 5+, c'est rouge. Alors ça, c'est ma manière de présenter les choses. En fait, il y a deux versants. Il y a à partir de 4 et en dessous de 4. Pourquoi c'est important de dire cela? Parce que, en fait, le système bancaire va être extrêmement sensible vis-à-vis de l'entreprise qui demande des financements au fait que vous êtes à partir de 4 ou en dessous de 4. Pourquoi? Parce que les crédits consentis par les banques à des entreprises qui sont au-delà de 4 peuvent refinancer auprès de la BCE, auprès de l'Eurogroupe, comme on l'appelle, peut refinancer les prêts que la banque vous consent. D'accord? Et donc, en conséquence de quoi, la banque d'abord est plus volontiers à votre écoute, et puis surtout ça va vous coûter moins cher. Et on vous demandera sans doute un peu moins de garantie. Si on est en dessous de 4, 5+, à ce moment-là, là les choses commencent à vraiment se compliquer, c'est-à-dire que finalement, compte tenu en plus des règles de Bâle 3 et d'autres contraintes qui s'imposent aux banques, vraisemblablement ce sera le credit crunch, c'est-à-dire que on va vous refuser le crédit.
Alors ça a une importance majeure, bien évidemment, parce que derrière, quand vous envisagez d'acquérir une entreprise, il faut vous poser la question de savoir comment elle est notée, cotée par la Banque de France et notée, on va le voir, par d'autres acteurs. Parce que derrière, il y a simplement l'accès au découvert, tout bêtement, l'accès au factoring, l'accès à un certain nombre de financements, y compris par rapport à vos fournisseurs qui vont vous consentir plus ou moins volontiers des délais de règlement plus ou moins éloignés ou pas du tout de délai de règlement. Alors, il y a un point, puisqu'on est sur la Banque de France, qu'il faut bien avoir à l'esprit. On a l'impression que toutes les entreprises sont cotées par la Banque de France, que nenni, puisque en fait, elle ne cote que les entreprises de plus de 750 000 € de chiffre d'affaires, ce qui représente 16% des 1 600 000 sociétés en France. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a 84% des entreprises françaises, je ne parle pas même des entreprises individuelles, qui sont encore 1,5 million de plus, qui échappent au radar de la Banque de France. Donc, si vous êtes devant une petite société, il faut savoir que les banques derrière, on va en parler, qui utilisent cette cotation Banque de France, n'ont pas l'instrument de mesure et donc seront d'autant plus attentives et prudentes par rapport à vos démarches de demande de financement. Un dernier point à avoir bien à l'esprit, c'est que lorsque vous êtes coté, par exemple, 5 ou 5+, la Banque de France vous dit que éventuellement, elle serait prête à réviser sa cotation sur la base d'éléments nouveaux. Et là, il y a un enjeu majeur qui est la communication financière, de préparation d'un dossier qui va permettre de convaincre la Banque de France que votre situation est meilleure que ce que, on va voir, la liasse fiscale dont elle se sert donne le sentiment. Je vais revenir sur cette question et sur cette notion de notation action, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être se dire qu'il y a des choses à faire sur cette liasse fiscale avant de la communiquer à la Banque de France. Les autres acteurs qui notent l'entreprise, ce sont bien sûr les banques. Alors les banques ont chacune leur propre système de notation, d'où ce slogan que j'aime à répéter, c'est qu'à une même température économique, il y a plusieurs thermomètres. C'est-à-dire que si votre cible a plusieurs banques, allez voir chacune des banques et vous allez voir que l'appréciation portée par chacune diffère. Bien sûr, cette notation va avoir pour conséquence l'acceptation ou pas d'un crédit et un impact sur le coût du crédit et sur les garanties exigées. Donc on est sur une problématique qui est liée bien sûr à la trésorerie, parce que le coût du découvert, le coût des divers financements dépendent fondamentalement de cette vision, d'autant que le régulateur et les règles de prudence, des règles prudentielles, exigent maintenant des banques de couvrir en fonds propres les prêts les plus risqués, donc avec la note la plus basse. Et cette notation bancaire varie donc d'une banque à l'autre et dépend en fait de la politique de la banque. Est-ce qu'elle va plutôt vers les PME? Est-ce qu'elle va plutôt vers les grands comptes? Est-ce qu'elle finance plutôt certains secteurs d'activité? Est-ce qu'elle est plutôt au contraire relativement réticente par rapport à d'autres? Voilà. Donc derrière se pose la question du choix de la banque. Et pour être très bref, ayez plusieurs banques. Ayez plusieurs banques. Une banque est un fournisseur comme un autre. Il faut les mettre en concurrence. Voilà, c'est un petit slogan que j'aime apporter. Troisième acteur, qui est peut-être finalement le plus important, ce sont les assureurs crédit. Que fait un assureur crédit? En fait, il garantit à son client, qui est votre fournisseur, le bon règlement, en quelque sorte, des commandes que vous allez passer à votre fournisseur.
Et donc il prend un risque. Et pour couvrir, enfin pour apprécier ce risque, eh bien il va vous noter. Donc c'est un observateur important. Donc il le fait finalement comme le fait la Banque de France, comme le fait également la banque. Sauf que l'impact peut être beaucoup plus important que l'impact sur la banque. Pourquoi? Parce que le crédit fournisseur qui finance le bilan dont on a parlé là précédemment dans les interventions juste avant, ce crédit fournisseur est le plus souvent beaucoup plus important en volume qu'un découvert ou un financement bancaire. Et le fait qu'une entreprise soit décotée fait que brutalement, ce crédit fournisseur va disparaître. Il va falloir payer, comme on dit vulgairement, au cul du camion. Et c'est autrement plus lourd, naturellement, que ce qui se passe en arrêt de concours bancaires, d'exigences, etc. D'autant qu'il faut savoir un point de détail, la banque qui dénonce un crédit doit le faire 60 jours avant l'échéance, alors que l'assureur crédit, lui, c'est seulement 3 semaines. Donc, on n'a pas le temps de se retourner, ou très peu, il faut s'y préparer. Alors, je note ici le portail acheteur assurance crédit, qui est très important, qui est très peu connu. En fait, c'est un accord de place avec la médiation du crédit, avec Bercy, qui remonte, je crois, à 2011 ou 12. C'est notez ceci et allez vous promener sur le site qui est indiqué ici, Acheteur Assurance Crédit. C'est un portail sur lequel vous pouvez inscrire l'entreprise auprès de tous les assureurs crédits, Euler, Coface, Atradius, etc., les principaux, pour faire en sorte que votre entreprise soit alertée en cas de décote. D'accord ? Une étude pas très ancienne a montré que, puisque ça c'est en place depuis quelque chose comme 4 ans, que 92% des chefs d'entreprise, des experts comptables, des avocats, etc., interrogés ont déclaré ignorer l'existence de ce portail. Voilà. Je passe sur ces problématiques de connaissance de l'environnement qui est essentielle. Et puis vous avez d'autres acteurs qui ne se privent pas de coter les entreprises. Ce sont principalement dans une certaine mesure, j'allais dire Société.com qui a un certain temps qui a noté les entreprises mais qui maintenant ne le fait plus. Bon, des acteurs comme Altares, comme Elisphère, et qui utilisent d'ailleurs Elisphère, notre système de notation avec Diane. Également Infogreffe, et vous voyez en haut à droite le fait qu'Infogreffe nous a choisi. Vous allez voir apparaître notre système de notation dans les prochains mois sur le site Infogreffe. Voilà, pour ce qui concerne les noteurs, en quelque sorte. Alors, pourquoi note-t-on ? Je l'ai un petit peu déjà évoqué. Il y a le risque bancaire financier, avec cette réglementation prudentielle BAL 3 sur les fonds propres, pour dire très bref. Et puis, tous les acteurs qui s'intéressent à une entreprise, à une entité, vont se poser la question de l'analyse. Et très souvent, ça se traduit par un go, no go, oui, non, sur la base d'un indicateur. Je ne parlerai pas évidemment des agences de notation qui ne concernent que les très grandes entreprises et qui coûtent très cher. Oui. J'avance. Donc, on a la raison, c'est aussi le risque commercial. Donc, on a évoqué les assureurs crédits, on a évoqué les credit managers. Il doit y en avoir un certain nombre dans cette salle qui sont attentifs à n'engager ou à ne consentir de crédit qu'auprès de clients qu'ils considèrent comme fiables. Et donc l'image que vous devez créer doit être importante, ou en tout cas, et l'image de l'entreprise que vous envisagez de racheter doit être analysée
et challenger. Et puis, vous avez les notions de risque partenarial, c'est-à-dire vous êtes acheteur, vous avez intérêt à savoir si votre fournisseur, souvent PME ou TPE, est solide. Parce que c'est une question non pas tant financière que de pérennité, d'approvisionnement, de rigueur, etc. Voilà. Alors, comment la note vient-elle? Fondamentalement, la matière première, c'est l'alias fiscal. Et elle est consensuelle, tout le monde considère que c'est la vérité vraie et avérée. Sauf que, je vais venir aux limites de l'exercice, mais la méthode principalement utilisée par les milieux bancaires, c'est une méthode statistique qu'on appelle l'analyse discriminante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut retenir une chose absolument essentielle. C'est que, en fait, l'observateur va analyser ce qu'on peut appeler un portefeuille de clients. Le banquier, c'est plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers pour les grandes banques, d'entreprises. Et donc, on a imaginé des algorithmes informatisés, naturellement, d'accord, qui notent chaque entreprise avec un risque de se tromper, d'accord, parce que c'est mécanique, etc. Globalement, les algorithmes sont considérés comme fiables. Pourquoi? Parce que globalement, le taux de défaut prévu par l'algorithme se trouve être conforme à ce que l'on observe. Sauf qu'à l'intérieur des dizaines ou des centaines de milliers d'entreprises qui sont notées, les faux positifs compensent les faux négatifs. Et quand vous êtes un faux négatif, le chargé de compte qui est devant vous, qui voit la note sur l'écran, n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit. D'où l'importance en amont de se défendre, d'où la note action dont on parlera. L'opposé, c'est la méthode d'analyse individuelle qui s'appuie sur un certain nombre de ratios, d'éléments, et c'est ce que nous travaillons sur notre APM. D'autres éléments interviennent dans l'appréciation, qui sont principalement les incidents de paiement. Donc il importe, on a parlé du CCSF, le code des chefs, etc., de faire en sorte que il n'y ait pas émergence ou enregistrement, notamment par la Banque de France, d'incidents de règlement, parce que là, véritablement, ça dégrade considérablement la situation. Donc vous avez tout intérêt en tant qu'acquéreur potentiel à aller voir ce que sont les privilèges, les nantissements, etc. Et les banques aiment bien aussi marquer du fer rouge les entreprises du BTP, de l'imprimerie, du transport, etc., qui viennent dégrader la note, alors même que quand on regarde statistiquement chacun, c'est ce que nous faisons, 720 codes NAF, il n'y a pas de secteur maudit ou de secteur merveilleux. Dans tous les secteurs, vous avez des pépites et des entreprises en difficulté. Charge à vous de montrer à votre banque que vous êtes une pépite, avec tous les arguments qui vont bien. Alors, quelles sont les limites? Il y a un problème que vous rencontrez en tant qu'acquéreur potentiel quand vous cherchez les comptes d'une cible possible, c'est que vous ne trouvez pas ces comptes. Pourquoi? Vous le savez, il y a une dispense accrue de publication des comptes pour les petites entreprises. Vous avez ici sous les yeux les seuils. Et donc, on va vers de plus en plus d'opacité, qui induit un point majeur, c'est que l'entreprise, le chef d'entreprise, se sent libéré de sa communication financière. D'où une tendance à la myopie, d'où une tendance, du coup, à un déni de difficulté. Alors ça peut être une chance quand même pour vous, ça a été évoqué sur le fait que quand on a un beau BFR très fortement positif, c'est sans doute potentiellement un moyen de dégager du cash une fois l'entreprise reprise en rationalisant l'ensemble. Mais on est devant cette problématique d'accès à l'information et aussi une problématique de fiabilité de l'information. Parce que on a effectivement les
liasses fiscales, sauf que les liasses qui sont publiées sont très souvent fausses. Et il faut les repérer en tant que telles. Je pourrais vous donner des exemples où vous avez sur société.com, sur CreditSafe, sur etc. Et je me suis amusé à regarder sur tous un bilan avec actifs 800 000 euros, passifs 3 millions d'euros. Voilà. Ah, je pourrais vous donner le nom au moins de cette entreprise, mais bien d'autres. Donc, il ne faut pas prendre ces éléments pour argent comptant, il faut s'en méfier considérablement. Et puis, il y a une tendance à la recherche de simplicité, au risque d'aller vers le simplisme. Bon, je pense que chacun comprend ce problème, c'est que, je crois que ça nous a été présenté tout à l'heure, il y a beaucoup de composantes qui font qu'une note synthétique va très probablement être secouée en quelque sorte par un certain nombre d'éléments. Je terminerai sur le deuxième volet, la notation action. En effet, on peut améliorer la note. Alors ça a été, c'est l'opportunité de l'observer, de dire mais non monsieur, ma note est meilleure que ce que vous me dites. La première raison, tout simplement, c'est que la valorisation des actifs, au sens un peu large du terme, qu'ils soient tangibles, immatériels, etc., et pour des raisons de méthode fiscale et comptable, d'opportunités fiscales, etc., sont sous-évaluées. On les amortit trop rapidement et on les amortit sur des rythmes et des durées, du moins un peu standards, en quelque sorte, syndicales. Un ordinateur, c'est 3 ans, un matériel roulant, c'est 5 ans, etc., alors que j'ai un parc de camions totalement amorti à mon bilan, valeur 0, ça plombe ma note, et mes camions, ils tournent en ce moment. Donc, ils ont une valeur. Okay. Donc, la première chose à faire dans un bilan, c'est d'apprécier la vraie valeur des actifs. Parce que si vous, y compris immatériel, si vous réévaluez les actifs à leur juste valeur, on s'inspire pour les connaisseurs des IFRS dans cette approche-là, on va en face gonfler les fonds propres, et du coup améliorer notamment la capacité d'endettement de l'entreprise. Dette sur fonds propres. D'accord ? Les comptes sont aussi biaisés sur le compte de résultat à cause de sursalaire, de surloyer de l'entreprise à la SCI familiale, les dotations d'amortissement trop importantes pour cause d'amortissement trop rapide, etc. Du coup, la rentabilité de l'entreprise en souffre, naturellement, et l'appréciation de la santé financière de l'entreprise. Et donc, nous préconisons, nous avons développé un système qui permet de passer de la note fiscale à la note économique, justifiée naturellement. À chaque correctif, on va apporter une justification. Et l'idée, c'est d'arriver à travailler sur la communication financière. Donc ça, c'est ce qu'il vous faudra faire une fois l'entreprise reprise. Mais avant de reprendre, vous pouvez aussi simuler, anticiper les survaleurs cachées dans l'entreprise. On a beaucoup parlé de survaleurs de dettes, notamment. Bon, c'est vrai, hein, je n'en disconviens absolument pas. Mais il y a aussi des survaleurs cachées qu'il faut savoir repérer avant. Donc et ne pas en parler pour ne pas impacter le prix à la hausse, mais savoir que c'est un potentiel significatif. Et je terminerai sur ce combat, donc notation, évaluation, finalement même combat. Vous trouverez sur les tables un article que j'ai écrit pour LexisNexis qui a ce titre. En fait, ce sont deux métriques distinctes d'une même réalité économique. On parlait tout à l'heure de la vraie valorisation de tous les composants qui débouchent finalement sur la trésorerie. Eh bien, ce travail devrait être fait, en fait, en termes d'analyse financière bien avant l'évaluation d'entreprise, tous les ans.
Et ça a été un petit peu rapidement évoqué tout à l'heure. Évaluation annuelle, avec un impact. Alors là, je me mets du côté du vendeur ou de votre côté acquéreur le jour où vous allez revendre votre entreprise, naturellement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un chef d'entreprise, sa famille, ses associés décident prennent une décision stratégique, soit entrée-sortie d'un associé, d'un actionnaire, soit la transmission. Donc on prend la décision et ensuite on évalue. Et c'est là qu'on se fâche. Parce que chacun a une vision totalement différente de ce que peut valoir l'entreprise. Si chaque année, en même temps que la note qu'il faut essayer d'apprécier, on obtient une estimation, ce qu'on appelle nous une prévalorisation, une estimation de la valeur de l'entreprise. 1, on ne sera pas étonné le moment venu. 2, on va commencer à comprendre que les leviers d'action qui permettent d'améliorer la note vont aussi améliorer la valo. D'accord? Et donc finalement, c'est l'outil. Ce sont les deux outils ou les deux indicateurs, en quelque sorte, qui vont permettre de piloter au mieux l'entreprise. Voilà, j'en ai terminé. Alors pour terminer quand même, un petit coup de publicité. Sur les tables, nous vous proposons un test gratuit sur nos outils pour noter et évaluer une entreprise de votre choix, soit la vôtre si vous êtes cédant, soit une cible si ça vous intéresse. Et avec la possibilité de passer de du fiscal à l'économique. Je vous remercie. Merci.